Triplés identiques, disparus sans laisser de traces dans une petite ville du Texas en 1941, s'étaient volatilisés alors qu'ils jouaient dehors, devant leur maison familiale. 30 ans plus tard, leur mère repère un détail crucial caché dans l'une de leurs anciennes photographies, une découverte choquante qui allait révéler ce qui leur était vraiment arrivé. Le soleil de l'après-midi frappait fort sur le modeste quartier de banlieue à la périphérie rurale du Texas, près de la frontière mexicaine. Evie Marlowe ajusta son chapeau de soleil, debout dans l'arrière-cour de la maison des Rodrigues, observant les enfants jouer et les adultes discuter lors de l'anniversaire du petit Tommy Rodriguez. À 60 ans, Evis se tenait encore avec grâce, bien que les décennies s'engravaient de fines rides autour de ses yeux. Des yeux qui avaient passé d'innombrables heures à scruter les visages dans les foules, toujours à la recherche de quelque chose. Son mari, Walter, de 2 ans son aîné, discutait avec quelques hommes près du barbecue. Ils étaient arrivés 1 heure plus tôt, se joignant à la célébration, comme le quartier le faisait depuis des générations. La chanson d'anniversaire avait été chantée, les bougies soufflées et le gâteau distribué. Les enfants jouaient maintenant librement, tandis que les adultes s'engageaient dans des conversations détendues. Evie écoutait à moitié l'histoire de sa voisine Martha à propos de son jardin quand un mouvement près de la porte du patio attira son attention. Un homme qu'elle ne reconnaissait pas entra dans l'arrière-cour, tenant la main d'un jeune garçon d'environ 8 ans. « Désolé d'être en retard », annonça l'homme, à personne en particulier. « Il s'est passé quelque chose à la maison. » Le garçon se libéra immédiatement de la main de son père et courut vers les autres enfants qui jouaient dans la cour. En passant près d'elle, Evie se figea. L'enfant portait une salopette à carreaux verts avec des bretelles jaunes vives par-dessus une chemise à manches longues. Ses cheveux bruns bouclés rebondissaient à chacun de ses mouvements. Quelque chose dans cette tenue frappa Evie comme un coup physique. Sans s'excuser auprès de Martha, elle traversa rapidement la cour, le cœur battant. Elle tendit la main et saisit les épaules du garçon, le tournant pour qu'il lui fasse face. « Où as-tu trouvé ces vêtements ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Main se posa instinctivement sur les cheveux bouclés de l'enfant. Les yeux du garçon s'écarquillèrent d'alarme. Il se tortilla pour échapper à son emprise et courut vers son père. « Papa, papa !» cria-t-il, sa voix aiguë teintée de peur. L'homme leva les yeux, inquiet, et se dirigea immédiatement vers Evie, qui restait clouée sur place, tremblant légèrement. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, posant une main protectrice sur les épaules de son fils. Son ton était plus curieux qu'accusateur, mais son langage corporel était clair. Il s'inquiétait de ce qui venait de se passer. « Elle m'a touché », dit le garçon, se pressant contre son père. « Elle m'a fait peur. » L'expression de l'homme se durcit légèrement. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avez-vous attrapé mon fils? » La bouche d'Evie s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Elle tendit à nouveau la main vers les vêtements du garçon, ses doigts s'arrêtant juste avant de le toucher. « Ces vêtements, où les avez-vous trouvés? » L'homme se plaça entre Evie et son fils. « Quel est votre problème, madame? » Walter apparut alors aux côtés d'Evie, accompagné de plusieurs voisins qui avaient remarqué l'agitation. Il passa un bras protecteur autour des épaules de sa femme, évaluant la scène d'un coup d'œil rapide. « Je suis désolé », dit Walter, sa voix stable malgré le léger tremblement de sa main. « Ma femme ne voulait pas faire de mal. » Il regarda le garçon et Evie le sentit se raidir à côté d'elle. « La tenue de votre fils, elle est très similaire à celle que portaient nos garçons. Nos fils, des triplés. Ils ont disparu il y a 30 ans. Ils portaient une salopette à carreaux verts, exactement comme celle-ci, avec des bretelles jaunes
et une chemise à manches longues. Ça a dû choquer ma femme. Les voisins murmurèrent avec compréhension. C'est vrai, dit doucement Mme Rodrigue, l'hôtesse de la fête, à l'homme. Les garçons Marlowe ont disparu en 1981. Une terrible tragédie. Tout le quartier a cherché pendant des semaines. L'expression de l'homme s'adoucit immédiatement. Je suis vraiment désolé. Je n'avais aucune idée. Il regarda les vêtements de son fils. J'ai acheté ça il y a quelques mois dans un grand magasin. Je ne me souviens pas exactement où. Evie, encore sous le choc, supplia. S'il vous plaît, pourrais-je juste regarder les vêtements? Je veux vérifier si c'est la même marque. Walter la retint doucement. Evie, chérie, ce garçon n'est pas Lucas, Noah ou Gabriel. N'allons pas le bouleverser davantage. Il se tourna vers l'homme. Je m'excuse pour ma femme. Ça a été difficile. Madame Rodrigues toucha le bras d'Evie. Evie, ma chère, tu as l'air si pâle. Peut-être devrais-tu rentrer chez toi et te reposer. Walter hocha la tête avec reconnaissance. Oui, je pense que c'est mieux. Il remercia l'hôtesse, s'excusa auprès des autres et salua respectueusement le père et le fils. J'aurais préféré que nous nous rencontrions dans de meilleures circonstances. Je suis vraiment désolé d'avoir bouleversé votre femme, dit l'homme sincèrement. Je n'avais aucune idée. Nous sommes nouveaux dans le quartier et nous pensions que venir à cette fête serait une belle façon de rencontrer tout le monde. Ce n'est pas votre faute, assura Walter. Il guida Evie hors de l'arrière-cour, la soutenant tandis qu'il parcourait les 3 pâtés de maison jusqu'à leur domicile. Une fois à l'intérieur, il l'aida à s'asseoir sur le canapé et à la préparer du thé dans la cuisine. Quand il revint, il lui tendit une tasse fumante. Les yeux d'Evie se remplirent de larmes. « Je ne voulais pas effrayer ce petit garçon, » dit-elle, la voix brisée. « Mais quand j'ai vu ses vêtements... » Walter hocha la tête, s'asseyant à côté d'elle. « Je sais, tu as eu une crise d'angoisse. Ce n'est pas grave. »« Je ne peux pas les oublier, Walter, » dit Evie, les larmes coulant sur ses joues. « Même après 30 ans. » Walter prit sa main dans la sienne. Ils seraient adultes maintenant, tous les 3, des hommes mûrs. « Je sais, » murmura Evie. « Je me sens si embarrassé de toujours ramener le passé, de mettre tout le monde mal à l'aise. »« Nous n'avons pas à oublier nos fils, » dit Walter fermement. « J'ai été choqué moi aussi quand j'ai vu les vêtements de ce garçon. Ils étaient si similaires. Salopette à carreaux verts, bretelles jaunes, chemise à manches longues. » Evie se redressa. « Je veux revoir leurs photos, Walter, celles où il porte ses vêtements. » Walter hésita. « Elles sont dans la boîte au grenier. Nous ne l'avons pas ouverte depuis plus de 20 ans. »« S'il te plaît, » insista Evie, « si ça peut m'aider à me calmer. » Walter soupira, mais hocha la tête. « Je vais la chercher. » Il disparut à l'étage, et Evie entendit ses pas au-dessus, puis le grincement de l'échelle du grenier. Quelques minutes plus tard, il revint avec une boîte en carton poussiéreuse. Il la posa sur la table basse et essuya la poussière avec une serviette à portée de main. Ensemble, ils ouvrirent le couvercle, révélant les affaires soigneusement préservées de leur triplé disparu. Evie et Walter sortirent délicatement les objets de la boîte, manipulant chacun comme s'il était en verre. Un petit jouet, un gant de baseball, 3 ours en peluche identiques, des devoirs ornés d'étoiles dorées et de visages souriants. Chaque objet était un fragment de l'enfance interrompue de leur fils. « L'album photo doit être au fond, » dit Walter, la voix rauque d'émotion. « Nous l'avons emballé en dernier. » En retirant la dernière couche de souvenirs, l'album relié de cuir apparut. Walter le souleva doucement
et le posa sur ses genoux. La couverture était lisse, usée par des années de manipulation, bien qu'elle n'ait pas été touchée depuis des décennies. Ils s'installèrent côte à côte sur le canapé, et Walter ouvrit l'album. Les premières pages montraient 3 nouveau-nés identiques à l'hôpital, puis 3 tout petits faisant leurs premiers pas, des fêtes d'anniversaire où les bougies étaient soufflées en parfaite synchronisation. Ils étaient toujours si en harmonie les uns avec les autres, murmura Evie, traçant un doigt sur une photo des garçons construisant un château de sable à la plage. Walter tournait les pages lentement, s'arrêtant à chaque image pour se rappeler les histoires qu'elle racontait. Puis ils arrivèrent à la photo qu'ils cherchaient, les triplés debout devant leur maison, portant leurs salopettes à carreaux verts avec des bretelles jaunes par-dessus des chemises à manches longues. Ils souriaient largement, les bras autour des épaules les uns des autres. Cette photo a été prise le matin de leur disparition, 1 heure avant qu'ils ne partent, dit Walter doucement. Evie hocha la tête et se pencha plus près, examinant les salopettes. « Regarde, Walter, le garçon à la fête. » Ses vêtements étaient teints similaires, mais différents. La nuance de vert est différente. Les nôtres semblent plus vintage, tandis que les siens étaient plus modernes. Et les carreaux sont plus fins sur notre photo. Les bretelles aussi sont différentes, nota Walter. Même concept, mais ce ne sont pas les mêmes vêtements. Evie se frotta les yeux et soupira. Je me sens affreuse d'avoir réagi ainsi envers ce pauvre garçon et son père. Comment s'appelait-il déjà? Le garçon s'appelle Melvin et son père Rohan, répondit Walter. Ils sont nouveaux dans le quartier. Ils ont emménagé il y a environ 3 mois, je crois. Je devrais m'excuser plus tard, dit Evie, secouant la tête. J'ai dû terrifier cet enfant. Elle continua à regarder la photo, se remémorant ce dernier jour. Walter sourit, tandis qu'Evie racontait comment Gabrielle avait insisté pour porter sa salopette à l'envers jusqu'à ce qu'elle le convainque du contraire, et comment Noah avait déjà une tache d'herbe sur son genou avant le petit déjeuner. Alors que Walter se levait pour remplir la théière, Evie lui donna soudain un coup de coude, manquant de lui faire renverser le thé. « Walter, regarde l'arrière-plan, » dit-elle avec urgence. « N'est-ce pas la Cadillac dont Lucas était si fan? » Walter posa la théière et examina la photo. En arrière-plan, partiellement visible au bord du cadre, se trouvait l'avant d'une Cadillac brun rougeâtre, garée de l'autre côté de la rue. « Tu as raison, » dit-il lentement, les souvenirs remontant à la surface. Lucas était obsédé par les voitures, surtout celle-là. Les garçons suppliaient toujours de regarder à l'intérieur chaque fois qu'ils la voyaient. « C'est la Cadillac de M. Howard Fielding, » dit Evie, sa voix devenant plus intense. « Leur instituteur. Tu te souviens, il la conduisait rarement. Il disait que c'était son bien le plus précieux. Tout le monde dans la communauté scolaire connaissait cette voiture, confirma Walter. Les enfants pensaient que c'était la chose la plus incroyable qu'ils aient jamais vue. Nous formions une communauté si unie à l'époque, murmura Evie. Tout le monde se connaissait, et M. Howard était si gentil. Les enfants l'adoraient. Elle retourna la photo, vérifiant s'il y avait des notes, puis la remit à l'endroit, l'examinant de plus près. « Walter, es-tu absolument sûr que cette photo a été prise le jour de leur disparition? » « Oui, pourquoi? » « Parce que M. Howard était censé avoir quitté la ville à ce moment-là, » dit Evie, fronçant les sourcils. « Tu te souviens, tous les parents étaient si tristes quand il a changé d'école. Les enfants l'aimaient tellement que nous lui avons organisé une fête d'adieu à l'école la veille de son départ. » Walter fronça les sourcils. « Je suis certain que cette photo a été prise le matin de leur disparition. Ils ont disparu l'après-midi. » « Mais c'est étrange, » insista Evie.
Howard était censé avoir quitté la ville une semaine avant la disparition des garçons. Alors pourquoi sa Cadillac serait-elle garée là sur la photo? Walter reposa l'album et fouilla à nouveau dans la boîte, cherchant parmi les objets qu'ils avaient déjà sortis. Finalement, il trouva ce qu'il cherchait. L'enveloppe Kodak originale, contenant les négatifs. La date de développement était clairement tamponnée à l'extérieur. « Regarde, dit-il, montrant la date à Evie. Ça le confirme. Le film a été développé 2 jours après leur disparition. Ces photos ont bien été prises ce matin-là. » Evie se frotta les bras, soudain frissonnante malgré la chaleur de la pièce. Si c'était vraiment la voiture de M. Howard, il aurait pu voir quelque chose de suspect dans le quartier ce jour-là. La police l'aurait interrogé. Elle fit une pause, réfléchissant. Mais ils n'ont jamais mentionné avoir interrogé l'instituteur, ce qui signifie qu'il devait être parti avant la disparition des garçons. Walter remarqua l'agitation croissante d'Evie et posa une main douce sur son épaule. Evie, ça pourrait être une coïncidence. Ce n'était peut-être même pas la Cadillac de M. Howard. Elle aurait pu appartenir à quelqu'un d'autre. Mais je ne me souviens de personne d'autre dans le quartier qui avait une Cadillac, rétorqua Evie. Nous étions si proches de tout le monde. Nous l'aurions su. Peut-être qu'elle n'appartenait pas à quelqu'un du quartier, suggéra Walter raisonnablement. Ça aurait pu être un visiteur chez un voisin. Tu ne devrais pas trop y penser, chérie. La police a examiné toutes nos photos de famille, y compris celle-ci. Ils ont interrogé tout le monde et suivi toutes les pistes. S'il s'agissait de la Cadillac de M. Howard, ils auraient remarqué la plaque d'immatriculation et nous l'auraient confirmé. Evie prit une profonde inspiration, comme Walter l'y encourageait, et accepta une autre gorgée de thé de la tasse qu'il lui tendit. La chaleur sembla la calmer légèrement. « Tu as raison, » dit-elle finalement. « Ce n'est probablement rien. » Walter hocha la tête avec soulagement et referma l'album photo. Evie avait retiré la photo, souhaitant la garder près d'elle. Ensemble, ils commencèrent à remettre doucement les objets dans la boîte. Chaque souvenir, un fragment des vies que leur fils avait vécues et des futurs qu'ils auraient dû avoir. Après avoir tout rangé, Walter jeta un coup d'œil à l'horloge sur la cheminée et bondit sur ses pieds. « Mon Dieu, j'ai complètement perdu la notion du temps. J'ai mon rendez-vous médical à 11h50 et il est déjà 11h30. C'est samedi et la clinique ferme à 13h. » Evie, le regard fixé sur l'album photo, sursauta. « J'ai complètement oublié de te le rappeler. Le Dr. Matthews n'aime pas quand les patients sont en retard. » Elle aida rapidement Walter à rassembler ce dont il avait besoin. Sa carte d'assurance santé, la liste de ses médicaments et le carnet où il notait ses relevés de tension artérielle. En 5 minutes, Walter était prêt à partir. « Tu es sûr que ça va toute seule ?» demanda-t-il, s'arrêtant à la porte. « Je vais bien, » assura Evie. « Je vais préparer le déjeuner, peut-être faire une sieste cet après-midi, et le dîner sera prêt quand tu rentreras. Ne t'inquiète pas pour moi. » Walter hocha la tête, l'embrassa sur la joue et se dépêcha de sortir vers la voiture. Après son départ, Evie alla dans leur chambre et prit son téléphone sur la table de nuit. Il y avait un message de Louise Mitchell, une vieille amie qui avait travaillé au conseil scolaire pendant près de 3 décennies avant de prendre sa retraite. Réunion annuelle des retraités du district scolaire le mois prochain. J'espère vous voir, toi et Walter. Vous nous manquez tous les deux. Evie s'assit sur le bord du lit, fixant le message. Louise aurait connu Howard Fielding professionnellement. Elle pourrait avoir des informations sur lui. Bien qu'Evie ne voulût pas soupçonner M. Howard, il avait été un instituteur si gentil, particulièrement bon avec les enfants.
Elle ne pouvait chasser l'étrange sentiment et les questions qui s'étaient installées en elle depuis qu'elle avait repéré la Cadillac sur la photo. Impulsivement, elle tapa le numéro de Louise et l'appela. « Evie, quelle merveilleuse surprise !» répondit Louise chaleureusement. « As-tu reçu mon message à propos de la réunion? » « Oui, en effet. Walter et moi espérons y être, » dit Evie. « Comment vas-tu, Louise? Ça fait trop longtemps. » Elles passèrent plusieurs minutes à rattraper le temps perdu, échangeant des nouvelles sur des amis communs et partageant des mises à jour sur leur santé et leur famille. Finalement, Evie orienta la conversation vers la vraie raison de son appel. « Louise, te souviens-tu de M. Howard Fielding? Il enseignait à l'école primaire Oak Ridge au début des années 80. Howard, bien sûr, je me souviens de lui. Un instituteur si talentueux. Les enfants et les parents l'adoraient. « Sais-tu où il est maintenant? » demanda Evie, essayant de paraître décontractée. « Je me souviens qu'il a quitté la ville, mais je ne me rappelle pas exactement où il est allé. » Il y eut une pause au bout du fil. « En fait, Evie, je pense que tu te trompes. Howard n'a jamais continué à enseigner, du moins pas dans le système scolaire public. Il n'a jamais déposé de papier de transfert vers un autre district ou État. » Evie se raidit. « Il ne l'a pas fait, mais nous lui avons organisé une fête d'adieu. Il avait dit à tout le monde qu'il déménageait pour enseigner dans une autre école. » « Non, ce n'est pas ce qui s'est passé, » répondit Louise. « Peut-être plaisantait-il quand il a dit ça. Tu sais comment il était. D'après ce que j'ai entendu, il a déménagé dans une région reculée du Texas et a créé une ferme caritative privée pour enfants immigrants. »« Une ferme? » répéta Evie, confuse. « J'ai toujours pensé qu'il était parti dans un autre État pour enseigner. »« Non, rien de tel, » assura Louise. « Attends, quelqu'un m'a mentionné le nom de son endroit il y a quelques mois. Laisse-moi réfléchir. » Il y eut un silence pendant un moment. « Ah, je me souviens maintenant. Ça s'appelle Howard's Haven for Hope. Howard's Haven for Hope. » répéta Evie, mémorisant le nom. « Pourquoi me demandes-tu soudain des nouvelles de Howard? » Evie hésita. « Je me suis juste souvenu qu'il avait une Cadillac, et j'ai vu une Cadillac similaire dans une vieille photo de famille. »« Ah oui, il avait cette belle Cadillac, » confirma Louise. « Mais il la sortait rarement. Il préférait utiliser son autre voiture pour les trajets quotidiens. Cette Cadillac était sa fierté et sa joie, plus une pièce d'exposition qu'un moyen de transport. »« Te souviens-tu exactement quand Howard a quitté la ville? » demanda Evie, son cœur battant plus vite. Louise soupira. « C'était il y a si longtemps, Evie. Je ne pourrais pas dire avec certitude. » Après avoir terminé l'appel, Evie se rendit immédiatement à l'ordinateur dans le petit bureau à domicile et rechercha Howard's Haven for Hope. Elle trouva un site web simple avec des informations minimales. La bannière de la page d'accueil montrait de jeunes hommes et garçons, souriants, travaillant dans une ferme. La plupart semblaient d'origine hispanique ou mexicaine, avec des cheveux bruns et une peau bronzée. Elle parcourut les photos de la galerie, mais rien ne semblait inhabituel ou suspect. En fait, les images dépeignaient un environnement positif et bienveillant. Howard semblait faire du bon travail, offrant des opportunités aux enfants immigrants. Sa page de profil comportait une brève biographie mentionnant son passé d'instituteur et sa passion pour le travail avec les enfants. La mission de la ferme mettait l'accent sur l'éducation, le soutien et la création de chemins vers le succès pour les jeunes immigrants. Evie trouva l'adresse de la ferme et une adresse e-mail, mais pas de numéro de téléphone. Elle fixa l'écran, réfléchissant à son prochain mouvement. Ce serait peut-être une bonne idée de rencontrer à nouveau M. Howard, de voir ce qu'il faisait maintenant.
Peut-être pourrait-elle lui montrer la photo et demander si la Cadillac était la sienne. Vérifiant l'heure, 11h45, Evie réalisa qu'elle pouvait encore se rendre à l'adresse aujourd'hui. C'était à seulement 90 minutes de route. Si elle partait bientôt, elle arriverait à la ferme en début d'après-midi, avec encore beaucoup de lumière du jour. Elle prit son téléphone et appela Walter à la clinique. « Walter, comment se passe ton rendez-vous? »« Je suis encore dans la salle d'attente, » répondit-il. « Tout va bien? »« Oui, mais j'ai trouvé des informations intéressantes. » Evie expliqua ce que Louise lui avait dit à propos de la ferme de Howard. « J'aimerais y aller aujourd'hui, Walter. Viendras-tu avec moi? » Il y eut une pause. « Je ne sais pas, Evie. Je suis un peu inquiet pour toi. Tu sembles obsédé par cette coïncidence avec la Cadillac. »« Je vais bien, » l'assura-t-elle. « Je ne veux pas trop y penser ou avoir de mauvaises idées sur M. Howard. Il a toujours été si gentil. La ferme caritative a l'air intéressante, et ce serait agréable de prendre de ses nouvelles après toutes ces années. »« D'accord, » accepta Walter. « Mais nous devrions l'appeler d'abord, le prévenir de notre arrivée. Je n'ai pas trouvé de numéro de téléphone, juste une adresse e-mail. Je vais envoyer un message, même s'ils ne le verront peut-être pas avant notre arrivée. » Ils convinrent de se retrouver à la clinique, puisque c'était sur le chemin de la ferme. Walter finirait son rendez-vous, et Evie prendrait le bus pour le rejoindre là-bas. « Je pars tout de suite, » dit Evie, attrapant déjà son sac. « À bientôt. » Evie quitta la maison avec une détermination nouvelle, verrouillant la porte derrière elle et marchant rapidement vers l'arrêt de bus à 3 pâtés de maison. La chaleur du Texas s'intensifiait à mesure que la journée avançait, et elle fut reconnaissante lorsque le bus arriva juste au moment où elle atteignait l'arrêt. Le trajet de 15 minutes jusqu'à la clinique passa rapidement, son esprit bouillonnant de questions sur Howard Fielding et sa Cadillac. En descendant du bus, une jeune femme portant un chapeau de paille et un t-shirt jaune vif lui tendit un prospectus coloré. « Foire agricole du comté cette semaine », annonça joyeusement la femme avant de passer aux autres passagers. Evie jeta un coup d'œil au prospectus en marchant vers la clinique. Il faisait la publicité d'un événement agricole d'une semaine qui avait commencé la veille. Chaque jour proposait différentes activités, culminant avec un marché fermier et diverses compétitions le week-end. Elle remarqua une annonce en gros caractères pour une enchère spéciale ce jour-là, dans un lieu non loin de la ferme de Howard. « Intéressant », murmura-t-elle, glissant le prospectus dans son sac en approchant de l'entrée de la clinique. À l'intérieur, elle trouva Walter au bureau de la réception, réglant sa quote-part pour le rendez-vous. Il sourit en la voyant. « Timing parfait, » dit-il. « Le docteur Matthews dit que tout va bien. Ma tension artérielle a baissé depuis qu'ils ont ajusté mes médicaments. »« C'est une excellente nouvelle, » répondit Evie, sincèrement soulagée. « Es-tu prêt pour notre petite aventure? » Bientôt, ils étaient dans la berline de Walter, suivant les indications GPS vers Howard's Haven for Hope. Le paysage passa progressivement des quartiers de banlieue à des terres agricoles, de plus en plus rurales. « Une réponse à ton email ?» demanda Walter, les yeux fixés sur la route. « Non, rien, » répondit Evie. Elle sortit le prospectus de son sac. « Mais regarde ça, je l'ai reçu à l'arrêt de bus. Il y a un grand événement agricole cette semaine. Aujourd'hui, il y a une enchère pas loin de la ferme de Howard. » Walter jeta un bref coup d'œil au prospectus qu'elle lui tendait. « Je me demande si Howard sera à cet événement. »« C'est possible, » convint Evie, étudiant la carte sur le prospectus. « Le site de l'enchère est dans la même zone générale que sa ferme, juste à une adresse différente. »« Allons d'abord à la ferme, comme prévu, » suggéra Walter. « Nous pourrons toujours vérifier l'enchère après. »
Après avoir conduit, pendant plus d'une heure, à travers une campagne de plus en plus isolée, ils tournèrent sur un long chemin de gravier marqué par un simple panneau en bois. Howard's Haven for Hope. L'allée menait à un groupe de bâtiments, une grande ferme, plusieurs granges et ce qui semblait être des dortoirs. L'endroit était calme, avec peu de personnes visibles. En se garant et en descendant de la voiture, ils remarquèrent un jeune homme sortant d'une grange. « Bonjour !» cria Walter, faisant un signe de la main. Le jeune homme, probablement hispanique et dans la vingtaine, s'approcha d'eux avec un sourire amical. « Bonjour, puis-je vous aider? »« Nous cherchons Howard Fielding, » dit Evie. « Est-ce bien sa ferme? »« Oui, c'est l'endroit de Monsieur Fielding, » confirma le jeune homme. « Avez-vous un rendez-vous avec lui? » Walter secoua la tête. « Non, pas exactement. Nous sommes de vieux amis de Howard, du temps où il était instituteur. Nous avons envoyé un email à l'adresse sur le site web. » L'expression du jeune homme s'éclaircit. « Oh, c'est l'ancienne adresse email. Nous en avons une nouvelle ce mois-ci, mais le site n'a pas encore été mis à jour. » Il sembla s'excuser. « Monsieur Fielding n'est pas là en ce moment. Lui, la plupart du personnel et les enfants sont à l'événement agricole du comté. Il y a une enchère aujourd'hui, et nous tenons aussi un stand pour promouvoir notre programme caritatif. » « Oui, nous venons d'entendre parler de l'événement, » dit Evie, essayant de cacher sa déception. Elle se tourna vers la voiture, prête à partir. « Attendez, » dit Walter, posant une main sur son bras. Il se tourna vers le jeune homme. « Puisque nous sommes déjà ici, serait-il possible de visiter un peu la ferme? Nous aimerions voir ce que Howard a construit. » Le jeune homme hésita. « Laissez-moi vérifier avec le superviseur de service. Un moment, s'il vous plaît. » Il s'éloigna, sortit son téléphone et eut une brève conversation. Quand il revint, il souriait. « C'est bon, je serai heureux de vous faire visiter. » Pendant les 30 minutes suivantes, il les guida à travers la propriété. Il leur montra les granges où ils gardaient le bétail, les écuries pour les chevaux et les champs où ils cultivaient diverses récoltes. Tout au long de la visite, il expliqua leur programme caritatif. Comment ils aidaient les enfants immigrants à apprendre l'agriculture et l'élevage tout en leur offrant éducation et soutien. « Voici l'une de nos granges spéciales, » dit-il alors qu'ils approchaient d'une structure colorée décorée de peintures d'enfants sur les murs extérieurs. Elle est conçue pour que les plus jeunes jouent mais se salissent et explorent. Monsieur Fielding a créé ce programme pour initier les enfants à la vie agricole de manière amusante. À l'intérieur, ils trouvèrent un homme arrangeant des matériaux sur plusieurs tables basses. Il semblait avoir une quarantaine d'années, avec des cheveux noirs bouclés et une peau claire. Quand il leur sourit en les voyant entrer, Evie remarqua son sourire, inhabituellement large et éclatant. « Ferdinand, voici des amis de M. Fielding, » expliqua leur jeune guide. Ils se sont arrêtés en espérant le voir. L'homme essuya ses mains sur une serviette et s'approcha, tendant la main. « Je suis Ferdinand, le coordinateur d'activité. Ravi de vous rencontrer. »« Walter et Evie Marlowe, » dit Walter en lui serrant la main. Ferdinand fit un geste vers les matériaux qu'il organisait. « Je prépare des activités de démonstration pour des investisseurs potentiels et des clients qui visiteront pendant l'événement cette semaine. Nous voulons leur montrer comment nous travaillons avec les enfants ici. » Il se déplaça autour des tables avec aisance, expliquant chaque station. « Je suis ici depuis très longtemps, depuis l'âge de 6 ans, en fait, monsieur. Howard m'a sauvé et recueilli quand je n'avais nulle part où aller. » Howard était instituteur avant cela, dit Evie, observant attentivement les mouvements de Ferdinand. Nos fils étaient ses élèves. Il avait toujours un don avec les enfants. C'est un homme au cœur noble.
confirma Ferdinand. Ils regardèrent autour de la grange, admirant les œuvres d'art des enfants qui couvraient un mur entier. Il y avait des dessins colorés faits au crayon, à côté de créations plus texturées où des feuilles, de la laine et des coquilles d'œufs étaient collées pour créer des effets uniques. Le regard d'Evie se posa sur un dessin d'une Cadillac rouge, méticuleusement décorée avec des grains de riz colorés collés sur le papier. Le détail était impressionnant. « Cette Cadillac, dit-elle, pointant le dessin. Je me souviens que cette voiture était le trésor de M. Howard. » Ferdinand hocha la tête. « Oui, il l'a encore ici. En fait, il l'a sorti ce matin. » Il regarda le dessin avec fierté. « Celui-ci est le mien. Je l'ai fait comme exemple pour montrer aux enfants. C'est pourquoi il est plus soigné que leur création. » Il rit, désignant les œuvres plus chaotiques autour. Evie sentit un frisson étrange parcourir son corps, comme une bourrasque froide sur sa peau. Elle fixa Ferdinand plus intensément. Ses cheveux noirs bouclés, son large sourire et un sentiment troublant de familiarité. Quelque chose dans ses manières, la façon dont il utilisait ses mains quand il parlait. Ferdinand remarqua qu'elle le regardait fixement et se dandina, mal à l'aise. « Est-ce que tout va bien, madame ?» Walter posa une main subtile sur le dos d'Evie, un avertissement discret. « Oui, » dit Evie rapidement. « Pardon, c'est juste tous ces bricolages d'enfants. Ils m'ont rappelé mes garçons quand ils étaient jeunes. » Elle hésita, puis demanda. « As-tu des frères et sœurs, Ferdinand ?»« Evie, » dit Walter, d'une voix basse et avertissante. Ferdinand rit, un peu gêné. « Oui, en fait. Mon frère est à l'événement aujourd'hui avec M. Howard. » Il vérifia sa montre. « Vous devriez y jeter un coup d'œil si vous avez le temps. Il y aura une performance d'enfants et une enchère. » Ils remercièrent Ferdinand pour son temps et leur jeune guide les raccompagna vers l'entrée de la propriété. En marchant, Evie jeta un dernier regard en arrière. Son esprit bouillonnait de possibilités et de questions qu'elle ne pouvait pas encore formuler. Quand ils atteignirent leur voiture, ils remercièrent le jeune membre du personnel pour la visite. Les mains d'Evie tremblaient légèrement alors qu'elle attachait sa ceinture, ses pensées consumées par l'homme aux cheveux noirs bouclés et au large sourire, recueilli par Howard Fielding à l'âge de 6 ans. Dans la voiture, Walter démarra le moteur et vérifia le GPS sur son téléphone. « Le site de l'enchère est à seulement 20 minutes d'ici, » dit-il. « On y va? »« Absolument, » répondit Evie, la voix tendue d'excitation. « J'ai besoin de parler à M. Howard. » Alors qu'il roulait sur la route poussiéreuse de campagne, Walter jeta un coup d'œil à sa femme. « Evie, pourquoi as-tu posé des questions si personnelles à Ferdinand, à propos de ses frères et sœurs? » Evie regardait par la fenêtre, les terres agricoles défilant sous ses yeux. « J'ai eu une étrange sensation quand j'ai vu ce dessin de la Cadillac qu'il avait fait. Et puis ses cheveux, son sourire. » Elle se tourna vers Walter. Il ressemblait à Lucas. Walter secoua la tête. « Evie, tu ne peux pas penser ça. Ils sont très différents. Ce n'est pas parce qu'il a les mêmes cheveux bouclés et un sourire. »« Je sais, interrompit Evie. « Pardon, je ne voulais pas être inapproprié. C'est juste que quelque chose en lui me semblait familier. » Walter tapota sa main pour la rassurer, mais ne dit rien de plus. Le reste du trajet se passa en silence, chacun perdu dans ses pensées. Ils arrivèrent au terrain de la foire du comté, où se déroulait l'événement agricole. Des tentes colorées bordèrent le périmètre d'un grand champ, avec des expositions d'équipements agricoles au centre. L'endroit était bondé de fermiers, d'éleveurs et de familles profitant des festivités. « Pas d'enchères en ce moment, » observa Walter,
vérifiant le programme affiché près de l'entrée. On dirait qu'elle est terminée. Ils déambulèrent à travers le terrain, s'arrêtant parfois pour regarder les expositions de bétail primé ou les innovations agricoles. Après environ 10 minutes, ils repérèrent une tente blanche avec une bannière bleue indiquant « Howard's Haven for Hope ». En s'approchant, Evie retint son souffle. Là, discutant avec un couple qui semblait être des donateurs potentiels, se tenait Howard Fielding. Bien que 3 décennies se soient écoulées, elle le reconnut immédiatement. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs, et des rides profondes marquaient son visage. Mais il avait toujours les mêmes gestes enthousiastes en parlant. Ils attendirent que le couple s'éloigne, puis s'avancèrent. « Monsieur Fielding », dit Walter. Howard se tourna, l'expression polie mais intriguée. « Oui, puis-je vous aider? » « Vous ne vous souvenez probablement pas de nous, » dit Evie. « Je suis Evie Marlowe, et voici mon mari, Walter. Nos fils, Lucas, Noah et Gabriel, étaient vos élèves à l'école primaire Oak Ridge. » Le front de Howard se plissa tandis qu'il étudiait leur visage. « Je suis terriblement désolé, ça fait si longtemps, et je suis un vieil homme maintenant, presque 70 ans. » Il tapota sa tempe. La mémoire flanche un peu plus chaque année. Vous pouvez le croire? Evie s'approcha. J'ai organisé votre fête d'adieu avec les autres mères, avant que vous ne quittiez l'école. S'il y avait une femme avec 3 petits garçons identiques qui la suivaient comme des canetons. C'était moi, Evie Marlowe. La reconnaissance se dessina lentement dans les yeux de Howard, et son visage s'illumina d'un sourire. Bien sûr, la famille Marlowe, Lucas, Noah et Gabriel, des garçons brillants tous les 3. Son sourire s'estompa légèrement. Je suis très heureux de vous revoir après toutes ces années. Nous avons été surpris d'apprendre l'existence de votre ferme, dit Walter. C'est une opération impressionnante que vous avez construite. Merci, répondit Howard. Ça a été l'œuvre de ma vie ces dernières décennies. La conversation glissa inévitablement vers les triplés. L'expression de Howard s'assombrit. J'ai entendu parler de la disparition des garçons. Une terrible tragédie. J'ai été profondément attristé quand j'en ai appris la nouvelle. Je pensais que vous aviez déménagé dans une autre ville, dans un autre État, pour enseigner, dit Evie, observant attentivement sa réaction. Howard secoua la tête. Non, je suis resté au Texas. Je suis allé dans une autre ville pour obtenir une certification et me préparer à cette entreprise. Il désigna les alentours. Créer cette ferme a toujours été mon rêve. Evie se pencha légèrement. « Monsieur Howard, vous souvenez-vous de la date exacte à laquelle vous avez quitté la ville? Était-ce avant ou après la disparition de mes garçons? »« Avant, » répondit Howard promptement. « Ça devait être avant, sinon la police m'aurait interrogé. » Il inclina la tête. « Pourquoi demandez-vous? » Sans répondre, Evie fouilla dans son sac et sortit la photo qu'elle avait prise dans l'album. Elle la lui tendit. « Je regardais cette photo ce matin. Elle a été prise le jour où les garçons ont disparu. 1 heure avant, en fait. » Elle pointa le bord du cadre. « J'ai remarqué la Cadillac en arrière-plan. » Walter s'approcha. « Est-ce que votre Cadillac, Monsieur Fielding? Vous souvenez-vous avoir conduit dans notre quartier où vous êtes garé près de chez nous ce jour-là? » L'expression de Howard changea subtilement. Son sourire affable disparut, remplacé par une gravité aux lèvres pincées. Il fixa la photo longuement, silencieux. « Je ne me souviens pas exactement de la date à laquelle j'ai quitté la ville, » dit-il finalement, sa voix plus basse. « Et je ne me rappelle certainement pas avoir conduit près de chez vous ou avoir vu les garçons ce jour-là. » Il rendit la photo à Evie. « Elle doit appartenir à quelqu'un d'autre. » Walter hocha la tête, posant une main sur l'épaule d'Evie. « Eh bien,
Au moins, nous avons une réponse. Evie hocha la tête aussi, mais elle remarqua que le comportement de Walter avait changé. Il semblait soudain tendu, se raclant la gorge et changeant de position. Howard les observa avec une expression indéchiffrable. « Pensez-vous que la Cadillac soit liée à la disparition de vos garçons? »« Nous ne sommes pas sûrs, » répondit Walter. « La police ne l'a jamais mentionné en 1941. Nous l'avons juste remarqué sur la photo ce matin. » Howard vérifia sa montre. « Il est presque 15h30. Nous devons commencer à ranger. » Il se tourna vers deux hommes derrière la table. « L'événement se termine à 16h. Emballons tout. » Il se retourna vers Evie et Walter. « Vous devriez profiter de l'occasion pour regarder autour pendant que vous le pouvez. Dans 5 minutes, il y aura une performance de clôture par les enfants de notre ferme. » Il désigna une petite scène extérieure à l'extrémité du terrain. « C'est assez charmant, vous pourriez l'apprécier. »« Merci, » dit Walter. « C'était bon de vous revoir, Howard. » Alors qu'ils s'éloignèrent de la tente, Evie traîna légèrement, entendant la voix de Howard, basse et urgente, parlant au téléphone. « Partez immédiatement après la performance. Amenez Diego ici. Oui, maintenant. » Evie se figea, puis se retourna lentement. Howard était occupé à diriger son personnel, ne leur prêtant aucune attention. Elle se dépêcha de rattraper Walter, son esprit bouillonnant de questions et d'un sentiment croissant d'appréhension. Ils se dirigèrent vers la petite scène extérieure où un groupe d'enfants s'assemblait pour la performance de clôture. La plupart semblaient mexicains, âgés de 6 à 9 ans, avec quelques enfants d'âge préscolaire parmi eux. Les enfants se mirent en rang sur la plateforme en bois et commencèrent à chanter une chanson folklorique joyeuse en espagnol. Evie regardait la performance, mais son esprit était ailleurs. Elle scrutait la foule, les membres du personnel, cherchant quelque chose d'inhabituel. Après quelques minutes, un mouvement au bord de la scène attira son attention. Un homme émergea de derrière la scène, marchant avec détermination vers la zone des vendeurs. Son pas était rapide, presque pressé. Même de loin, Evie pouvait voir ses épais cheveux noirs bouclés. « Walter » murmura-t-elle avec urgence, tirant sur sa manche. « Regarde cet homme. » Elle pointa discrètement. « Celui qui marche si vite. Ses cheveux. Ne ressemble-t-il pas à Ferdinand? » Walter suivit son regard, plissant les yeux pour se concentrer sur la silhouette qui s'éloignait. « Oui, » dit-il lentement. « La ressemblance est frappante. Penses-tu que c'est son jumeau? »« Peut-être, » dit Evie, la voix tendue d'une excitation à peine contenue. Avant que Walter ne puisse répondre, Evie s'éloignait déjà de la foule, se faufilant entre les spectateurs pour mieux voir le visage de l'homme. Walter la suivit précipitamment. « Reste près de moi. » Ils contournèrent un vendeur de barbe à papa, se positionnant pour observer, sans être trop visible. L'homme avait atteint la tente de Howard et était engagé dans une conversation intense avec Howard Fielding. Alors qu'il regardait, l'homme se tourna légèrement, leur offrant une vue claire de son profil. Evie étouffa un petit cri. La ressemblance avec Ferdinand était indéniable. Ils auraient pu être identiques, même large sourire, même sourcils épais, même gestuelle, animé en parlant. « Ça doit être le frère dont Ferdinand parlait, » murmura Evie. « Diego, je crois, celui qu'Howard a appelé. » Le visage de Walter pâlit. Le même sourire, les mêmes cheveux noirs bouclés. Pourrait-il être... Lucas et Noah? Compléta Evie, sa voix à peine audible. Elle serra fermement le bras de Walter. Souviens-toi, Gabriel avait toujours une carrure un peu plus petite et des yeux plus petits. Il était toujours le plus facile à identifier à cause de ses yeux.
Eno avait ce sourcil légèrement plus épais et était toujours si agile, même s'il était plus calme que Gabriel et Lucas. Ils observèrent Howard et Diego interrompre soudain leur conversation. Howard fit un geste brusque, et les deux hommes commencèrent à marcher rapidement vers le parking, laissant les autres membres du personnel à l'attente, l'air confus. Pourquoi sont-ils si pressés? La voix d'Evie monta, teintée d'alarme. Nous devons les suivre. J'ai besoin de parler à cet homme. Elle s'avança, mais Walter lui saisit le bras. Evie, attends. Nous pourrions nous tromper. S'ils sont vraiment nos garçons, Gabriel devrait être ici aussi. Vérifions d'abord la zone. Si Gabriel est quelque part ici, alors nous pourrons appeler la police pour enquêter sur Howard. Evie hésita, puis hocha la tête à contre-cœur. Tu as raison. De plus, nous savons où se trouve la ferme, si nous devons y retourner. Ils se déplacèrent rapidement à travers le terrain de la foire, scrutant les visages dans la foule, regardant derrière les stands et les tentes, mais ne trouvèrent aucun troisième homme ressemblant à Ferdinand et Diego. « Peut-être nous trompons-nous, » dit Walter, bien que sa voix manquât de conviction. « Peut-être est-ce juste une coïncidence. » Mais Evie se dirigeait déjà vers la tente de Howard, où un seul membre du personnel rangeait les derniers matériaux. C'était un homme plus âgé, peut-être dans la fin de la soixantaine, avec des mains burinées témoignant de décennies de travail agricole. « Excusez-moi, » dit Evie, essayant de garder un ton décontracté. « Nous étions à la ferme plus tôt aujourd'hui et avons rencontré Ferdinand. Puis nous avons vu un autre homme qui lui ressemble exactement. Diego, n'est-ce pas? Sont-ils frères? » L'homme leva les yeux et hocha la tête. « Oui, ce sont des jumeaux. »« Jumeaux, » répéta Evie, échangeant un regard avec Walter. L'homme rit. « En fait, voici une anecdote amusante. Ce sont des triplés. Le troisième n'est pas ici aujourd'hui. Cependant, il travaille au domaine privé de M. Howard, pas loin de la ferme. » Evie et Walter se regardèrent, des expressions mêlant crainte et espoir sur leurs visages. « Où se trouve ce domaine privé? » demandèrent-ils à l'unisson. L'homme leur lança un regard étrange, visiblement déconcerté par leurs questions synchronisées et leur intensité soudaine. « Je suis désolé, mais je ne peux pas divulguer les informations privées du propriétaire. » Il leur tendit une brochure. « Voici l'adresse de la ferme, si vous voulez en savoir plus sur nos programmes. »« Oui, merci, » dit Walter, prenant la brochure, bien qu'ils aient déjà ces informations. « Nous apprécions votre temps. » Ils s'éloignèrent de la tente, se dirigeant vers un coin tranquille où ils ne seraient pas entendus. « Walter, » murmura Evie, la voix tremblante. « Des triplés. Ils sont triplés, et ils ont le bon âge. Ferdinand a dit qu'il était avec Howard depuis l'âge de 6 ans. » Walter passa une main dans ses cheveux, l'expression troublée. « Ça ne peut pas être une coïncidence. La Cadillac sur la photo, la réaction étrange de Howard, et maintenant ces 3 hommes qui se ressemblent tant. Non. Nos garçons, ça, dit Evie, les larmes lui montant aux yeux. Après toutes ces années, aurions-nous enfin retrouvé nos garçons? Ils se précipitèrent vers le parking, scrutant la zone à la recherche de Howard ou Diego, mais ne virent aucun signe des 2 hommes. Montant dans leur voiture, Walter démarra le moteur. « Nous retournons à la ferme, » dit-il fermement, ses jointures blanchissant sur le volant. « C'est là qu'ils vont probablement. » Alors qu'il s'engageait sur la route, Evie sortit son téléphone et composa le note. Quand le répartiteur répondit, elle demanda à parler à un détective, expliquant qu'il s'agissait de leur affaire non résolue d'enfants disparus en 1941.
En quelques instants, elle fut connectée au détective Martinez de l'unité des personnes disparues. « Cela va sembler incroyable », commença Evie, la voix tremblante. « Mais mon mari et moi pensons avoir retrouvé nos fils, disparus il y a 30 ans. » Elle expliqua rapidement tout. La photo avec la Cadillac, la découverte de Howard Fielding et de sa ferme caritative, et la rencontre avec 2 hommes qui semblaient identiques, avec un 3e frère absent. Ils ont l'air d'avoir le bon âge. Ils devraient avoir 36 ans maintenant. Et ils ont les mêmes traits que nos garçons, conclut-elle. L'homme qui les a pris, Howard Fielding, était leur instituteur d'école primaire. Il a quitté l'événement en hâte quand nous lui avons montré la photo. « Je comprends vos préoccupations, Madame Marlowe, » répondit le détective Martinez, d'un ton calme mais ferme. « Mais j'ai besoin que vous promettiez de ne pas confronter M. Fielding vous-même une fois à la ferme. Il était une figure respectée dans la communauté, et nous aimerions l'interroger d'abord. Nous travaillons également à rassembler plus d'informations et à localiser sa résidence privée. Mon équipe et moi nous dirigeons vers la ferme maintenant, et j'ai déjà contacté le département du shérif local. Il devrait être là dans 10 minutes. »« Nous sommes presque arrivés, » dit Walter, tournant sur le chemin de gravier menant à Howard's Haven for Hope. « Si vous voyez Howard, gardez vos distances, » avertit le détective. Le fait qu'il soit parti tôt de l'événement avec un de ses hommes est préoccupant, mais nous devons être prudents. Nous le ferons, promit Evie, gardant la ligne ouverte. Ils atteignirent la ferme, mais se garèrent à bonne distance des bâtiments principaux, positionnant leur voiture derrière un bosquet d'arbres d'où ils pouvaient observer sans être vus. Les minutes s'écoulèrent sans signe de mouvement, bien qu'une voiture restait garée dans le parking de la ferme. Puis, après ce qui sembla une éternité, 3 silhouettes émergèrent de la maison principale. Howard, Diego et Ferdinand. Ils se déplaçaient rapidement, jetant des sacs dans le coffre de la voiture de Howard. « Ils partent », murmura Evie dans le téléphone. « Howard, Ferdinand et Diego, ils montent tous dans une voiture. »« Restez où vous êtes », ordonna le détective Martinez. « Nous avons trouvé les registres de propriété de la ferme. Elle est enregistrée sous un nom différent, d'Howard Fielding. Nous émettons des mandats maintenant pour fouiller la ferme et la résidence privée que nous avons localisée. » Alors que la voiture de Howard commençait à s'éloigner, 2 véhicules du shérif apparurent sur le chemin de gravier, leurs gyrophares clignotant. Ils se positionnèrent rapidement pour bloquer la sortie. « Les adjoints du shérif sont là », rapporta Evie, son cœur battant à tout rompre. « Bien, restez dans votre voiture jusqu'à ce que je vous dise le contraire, » répondit le détective. À travers le pare-brise, ils virent qu'un 4 adjoints s'approchait du véhicule de Howard, les mains près de leurs étuis. Howard sortit, les mains en l'air, le visage marqué par la confusion et la colère. Ferdinand et Diego sortirent plus lentement, semblant perplexes. Un des adjoints parla longuement avec Howard, qui gesticulait avec véhémence, pointant vers la maison et secouant la tête. L'adjoint semblait hésiter, jetant un coup d'œil à ses collègues. « Je pense que le shérif hésite, » murmura Walter. « Howard doit avoir une bonne réputation ici. » En effet, il pouvait entendre des bribes de conversation portées par la brise. Figure respectée dans le comté. Travail caritatif. Doit être un malentendu. « Je ne peux plus attendre, » dit soudain Evie, laissant tomber le téléphone dans son sac, mais gardant la ligne ouverte. « Ils vont le laisser partir. » Avant que Walter ne puisse l'arrêter, elle était sortie de la voiture et marchait vers le groupe. Walter se précipita après elle. « Howard Fielding !» cria Evie, sa voix plus forte qu'elle ne le ressentait. Tout le monde se tourna vers eux. L'expression de Howard s'assombrit lorsqu'il les reconnut. « Madame Marlowe », dit un des adjoints, s'avançant.
Veuillez retourner à votre véhicule. Nous gérons la situation. » Et saisissant, au lieu de cela, Evie fouilla dans son sac et sortit la photo de 1941. Elle la brandit pour que tout le monde la voie. « Si vous envisagez même de laisser cet homme partir, laissez-moi vous montrer quelque chose, » dit-elle, tenant la photo. « Ce sont mes fils Luca, Noah et Gabriel Marlowe. Ils ont disparu il y a 30 ans, le 12 juin 1941. » Elle se tourna et pointa Ferdinand et Diego. « Et en voici deux, juste devant vous. » Ferdinand et Diego fixèrent la photo, leurs expressions passant de la confusion au choc. Ils s'approchèrent, examinant l'image des 3 garçons identiques en salopettes à carreaux verts. « C'est nous, » dit doucement Ferdinand, « avec Marco. »« Y a-t-il un 3e frère ?» demanda brusquement un adjoint. Les 2 hommes hochèrent la tête, toujours fixés sur la photo. « Je n'ai rien fait de mal, » insista Howard, sa voix montant. « J'ai sauvé ces garçons. Ils avaient été abandonnés. » « C'étaient mes enfants. Ils n'avaient pas été abandonnés, » dit Evie, la voix brisée. « Ils ont disparu, en jouant devant notre maison un après-midi. » Elle pointa le bord de la photo. « C'est votre Cadillac en arrière-plan, n'est-ce pas, Howard? La même que vous avez encore. » Howard resta silencieux, sa mâchoire crispée. « La Cadillac est dans le garage près de la ferme, » dit Diego calmement. « Il l'a encore. » Ferdinand regarda Evie, puis Walter. « Êtes-vous vraiment nos parents? Howard nous a dit que vous étiez en prison. »« Oui, mon chéri, » dit Evie, les larmes coulant sur son visage. « Mais nous n'avons jamais été en prison. Cet homme vous a menti tout ce temps. Vous avez tellement grandi, exactement comme Walter et moi l'avions toujours imaginé. Nous avons 36 ans maintenant, » dit Diego, comme s'il essayait de comprendre. « C'est exact, » confirma Evie. « Vous êtes né le 15 février 1975. » Les adjoints échangèrent sans des regards, puis l'officier principal s'avança. « Monsieur Fielding, veuillez vous retourner et placer vos mains derrière votre dos. Vous êtes maintenant notre suspect principal dans cette affaire d'enlèvement. » Alors qu'un adjoint menottait Howard, un autre parla dans sa radio, confirmant l'exécution du mandat à la résidence privée. La ferme paisible se transforma en une ruche d'activité alors que d'autres véhicules de police arrivaient. Des techniciens judiciaires fouillèrent les bâtiments pendant que des détectives interrogeaient Ferdinand et Diego séparément. Dans le garage, ils trouvèrent la Cadillac, sa peinture rouge cerise ternie par l'âge, mais indéniablement la même que sur la photo. Dans le bureau de Howard, ils découvrirent la plaque d'immatriculation originale, cachée dans un tiroir verrouillé, avec des documents portant les noms de Ferdinand, Diego et Marco. « Ce devrait être Lucas, Noah et Gabriel, » dit Evie au détective, regardant les preuves être mises sous scellé. « Je sais que Ferdinand est Lucas, à cause de son large sourire. Diego est Noah, il avait toujours cette agilité et cette corpulence plus fine. Donc Marco doit être Gabriel. Ils ne sont même pas mexicains, » ajouta Walter. « Bien que notre ascendance inclue un peu d'héritage mixte, c'est pourquoi ils pouvaient te passer pour hispanique. » Quand on les interrogea sur leur 3e frère, Ferdinand expliqua. Howard gardait toujours Marco à la maison, jamais à la ferme. Il s'occupe des plus jeunes enfants là-bas, surtout des enfants immigrants orphelins. Il nous a dit que nous avions été secourus, ajouta Diego. Il disait que nos parents étaient des immigrants qui avaient fait quelque chose de mal et étaient en prison à vie. Nous l'avons cru parce que nous étions si jeunes quand c'est arrivé. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Demanda doucement un détective. Les 2 hommes semblèrent mal à l'aise. Rien de mal ces 20 dernières années, dit finalement Ferdinand.
Il exigeait juste une obéissance absolue, de faire les choses exactement comme il le voulait. Mais notre enfance était dure, ajouta Diego à voix basse. Il nous disciplinait souvent, nous faisait nous déshabiller, nous touchait de manière étrange, puis nous frappait avec un bâton de rotin. Il disait que c'était la conséquence de ne pas écouter ou d'être méchant. Maintenant, nous comprenons ce qu'il a vraiment fait. Mais à l'époque, nous croyions sincèrement que nous étions si mauvais qu'il devait nous traiter ainsi, pour notre bien. Plus tard dans la soirée, alors que le crépuscule s'installait sur la ferme, un appel arriva de l'équipe à la résidence privée de Howard. « Nous avons trouvé Marco », rapporta l'officier, « avec 8 enfants, âgés de 4 à 10 ans. Nous les transférons tous à l'hôpital pour évaluation. Beaucoup semblent effrayés et traumatisés. »« Et Marco ?» demanda Evie avec anxiété. « Comment va-t-il » ? « Confus, mais physiquement en bonne santé. Nous lui avons expliqué brièvement la situation. Lui, Ferdinand et Diego seront réunis au poste de police, avec vous et votre mari. » Alors que la nuit tombait, Evie et Walter furent escortés vers une voiture de police pour le trajet jusqu'au poste. Ferdinand et Diego suivirent dans des véhicules séparés, chacun accompagné d'un détective. Evie serra la main de Walter alors qu'ils s'éloignaient de la ferme, laissant derrière eux l'endroit qui avait été à la fois une prison et un foyer pour leur fils pendant 3 décennies. « Nos garçons, » murmura-t-elle. « Nous avons retrouvé nos garçons. » Les lumières fluorescentes du poste de police projetaient des ombres dures sur le linoléum usé. Evie était assise dans une petite salle d'interrogatoire, une tasse en polystyrène de café tiède intacte devant elle. Le détective Martinez était assis en face. Il s'astit un appareil d'enregistrement entre eux, tandis qu'elle racontait le jour où son monde s'était écroulé, 30 ans plus tôt. « Notre communauté était très unie à l'époque, » expliqua-t-elle, les mains serrées sur ses genoux. Tout le monde se connaissait. Monsieur Howard était très respecté, l'instituteur préféré des garçons. Parfois, il ramenait les enfants chez eux, avec le consentement des parents, bien sûr. Elle décrivit ce jour fatidique, sa voix stable malgré la douleur dans ses yeux. Walter et moi étions tous les deux à la maison, mais nous laissions souvent les enfants jouer dehors seuls pendant quelques heures. C'était une époque différente, en 1981. Les voisins connaissaient tous les garçons, alors nous nous sentions en sécurité de les laisser sans surveillance. « Vous ne les avez pas vus être emmenés ?» demanda doucement le détective Martinez. Evie secoua la tête. « Je faisais du ménage dans une pièce à l'arrière. Walter réparait quelque chose dans la cour. Aucun de nous ne regardait par la fenêtre. » Sa voix se brisa. 1 minute, ils jouaient dans la cour avant, et la suivante, ils avaient disparu. Le détective hocha la tête avec sympathie, prenant des notes. « Madame Marlowe, nous avons interrogé Monsieur Fielding et questionné le personnel de la ferme. Vu son âge et sa santé, Monsieur Fielding semble avoir décidé d'avouer plutôt que de contester les accusations. » Evie se redressa, son attention s'aiguisant. « Qu'a-t-il dit? » « Il a dit qu'il s'était toujours senti connecté au triplet. C'est ainsi qu'il l'a formulé. Cet après-midi-là, avant qu'il ne soit censé quitter la ville, il a décidé qu'il voulait les emmener avec lui. » Le détective consulta ses notes. Il les a attirés, en offrant de la glace et un tour dans sa Cadillac. Les garçons étaient apparemment fascinés par cette voiture. « Lucas surtout, » murmura Evie. Fielding avait planifié l'enlèvement à l'avance. Il avait déjà emballé l'essentiel et préparé de faux papiers pour traverser les lignes de comté. Plus tard, il est revenu dans ce comté et a établi la ferme sous une fausse identité. Il a acheté la propriété isolée avec de l'argent liquide sous une fausse LLC et prétendait diriger un organisme sans but lucratif
pour enfants migrants. Mais comment n'y a-t-il eu aucun témoin? Demanda Walter, qui avait été amené dans la pièce pour entendre les conclusions. Et comment la police ne l'a-t-elle jamais retrouvé? Il n'y a eu ni cri ni lutte qui aurait alerté quiconque, expliqua le détective. Pour les garçons, M. Howard était une figure de confiance, leur offrant de la glace et un tour dans sa belle voiture. Les triplés avaient l'habitude de se promener dans le quartier, ajouta Evie. Peut-être que personne n'a trouvé ça étrange de les voir avec lui. Exactement, confirma le détective Martinez. Après le tour pour la glace, Fielding les a convaincus de ne pas rentrer chez eux tout de suite. Il leur a dit que leur maison était en danger et que leurs parents étaient impliqués dans quelque chose de mal. Avec le temps, il leur a fait un lavage de cerveau. Il lui faisait tellement confiance qu'il était relativement facile de les manipuler. Ils n'avaient que 6 ans. Walter prit la main d'Evie, le visage sombre. Il a dit aux triplés qu'ils étaient des enfants immigrants orphelins, poursuivit le détective, que leurs parents leur avaient caché leurs vraies origines, qu'ils vivaient illégalement en Amérique et que vous aviez été envoyés en prison. Il les a progressivement endoctrinés avec ces histoires, créant même de faux albums photos pour soutenir ses mensonges. Donc, le motif pour enlever nos garçons était juste une fascination? Demanda Evie, incrédule. L'expression du détective s'assombrit. Nous avons enquêté sur le passé de Fielding. Il a perdu toute sa famille, sa femme et ses fils jumeaux, dans un incendie au début des années 70. Il semble avoir souffert d'une rupture psychologique, bien qu'il ait réussi à fonctionner en société. D'après ses déclarations et les évaluations psychologiques, il en est venu à croire que certains enfants étaient destinés à être les siens, surtout ceux avec des liens émotionnels forts, comme les triplés. Evie ferma les yeux, essayant de comprendre la logique tordue qui avait volé 3 décennies à sa famille. « Que va-t-il se passer maintenant? » demanda Walter. Fielding fera face à de multiples accusations. Enlèvement, abus d'enfants, séquestration, fraude d'identité et plus encore. Les plus jeunes enfants trouvés à sa résidence privée sont en cours d'évaluation et nous travaillons à les identifier et à localiser leurs familles. Le détective se leva. « Mais je pense qu'il y a 3 personnes qui ont assez attendu pour vous voir. » Il ouvrit la porte et parla à un officier dans le couloir. Quelques instants plus tard, la porte se rouvrit. Ferdinand, Diego et Marco, Lucas, Noah et Gabriel se tenaient hésitants dans l'embrasure. Bien qu'ils fussent maintenant des hommes adultes, Evie pouvait encore voir ces petits garçons dans leurs traits. Le large sourire de Lucas, les yeux pensifs de Noah, la carrure plus petite de Gabriel. Pendant un long moment, personne ne bougea. 30 ans de séparation pesaient entre eux comme un mur invisible. Une vie d'anniversaire manquée, de remise de diplôme, de chagrin et de triomphe. Puis Evie se leva de sa chaise, un sanglot étouffé s'échappant de sa gorge. Elle fit un pas hésitant, puis un autre. Walter se leva à ses côtés, les larmes coulant sans honte sur son visage buriné. « Mes garçons, » murmura Evie, « mes beaux garçons. » Quelque chose dans sa voix sembla briser le mur. Lucas fut le premier à bouger, traversant la pièce en 3 longues enjambées pour envelopper sa mère dans ses bras. Noah et Gabriel suivirent immédiatement, et Walter s'avança pour compléter le cercle. Ils restèrent là, 5 personnes s'accrochant les unes aux autres, comme s'ils craignaient de disparaître à nouveau. Les larmes se mêlaient alors que 3 décennies de chagrin et de perte se déversaient dans un flot d'émotions. « Je n'ai jamais cessé de vous chercher, » dit Evie à travers ses larmes, touchant tour à tour leurs visages, réapprenant les contours qui avaient changé de garçon à homme. Pas un seul jour. Nous ne savions pas, dit doucement Gabriel. Nous pensions que vous étiez parti.
Mais nous sommes ici maintenant, dit Walter, la voix épaissie par l'émotion. Nous sommes tous ici maintenant. Dehors, par la fenêtre de la salle d'interrogatoire, la nuit s'était approfondie, des étoiles scintillant dans le vaste ciel du Texas. À l'intérieur, une famille déchirée par l'obsession tordue d'un homme commençait les premiers pas hésitants vers la guérison, s'accrochant les uns aux autres sous la lumière crue des néons d'un petit poste de police, finalement miraculeusement de nouveau réunis.